Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du mercredi 5 octobre, un bilan négatif pour la CGT Renault. Beaucoup d'efforts de la part des salariés et pas suffisamment d'embauches de la part de Renault. Tel est le constat amer du syndicat qui réclame la création de 300 nouveaux postes. 8 ans après avoir reçu son héritage, nous prendrons des nouvelles de Rouet-en-Champagne. La commune tient ses engagements de construction de résidences pour personnes âgées. Enfin, les ponts ne sont plus ce qu'ils étaient, on les croyait romains, ils datent en fait du Moyen-Âge. Nous nous arrêterons sur celui de Montfort-le-Génois. Et mon invité, c'est Jean-Louis Reynaud, directeur artistique au Théâtre de l'Éphémère. Nous parlerons avec lui du Salon de l'écriture théâtrale. Pour la CGT Renault, le compte n'y est pas. Et le syndicat réclame 300 embauches. Alors qu'un nouvel accord sur la compétitivité est en cours de négociation, le syndicat estime que les emplois promis par le passé ne sont pas là et que la marque aux losanges compte beaucoup trop sur le travail intérimaire. Michael Texier. Les militants CGT sont remontés devant eux un article paru dans la presse où la direction du site Manceau évoque 50 embauches d'ici fin 2016, en plus des près de 50 réalisées en 2015 en échange de l'accord compétitivité. Mais pour les syndicalistes, le compte n'y est pas. Depuis la mise en place de l'accord compétitivité en 2013, Renault a perdu environ 300 emplois. 2013, ça devait être 2176 de mémoire en CDI qu'il devait y avoir, et aujourd'hui on est à 1872. Surtout, l'entreprise recourt au travail intérimaire, 550 en moyenne chaque mois. En production, ils sont d'ailleurs majoritaires. Qu'il y ait un volume d'intérimaire dans l'entreprise, pourquoi pas, mais pas dans des proportions comme on est actuellement. Nous sommes dans l'incapacité de fonctionner normalement si nous n'avons pas d'intérimaire. Donc ça prouve bien que ce n'est pas un caractère exceptionnel. Et au niveau de la loi, normalement l'intérimaire, c'est utilisé à caractère exceptionnel. Et là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Quel avenir pour l'emploi et l'activité du site? Des négociations pour un nouvel accord compétitivité sont en cours. Une petite commune de 800 habitants propriétaire d'un patrimoine immobilier de 39 millions d'euros à Paris. Et en 2007, grâce au legs d'un ancien habitant, Rouet-en-Champagne, dans le Nord-Sarthe, a vu son portefeuille se garnir de façon surprenante. La condition pour toucher l'héritage, se servir de l'argent des rentes pour construire des résidences pour personnes âgées dans le village. Après 8 ans d'attente, le chantier a commencé il y a 3 semaines. Le reportage de Mathias Hubert. Nous sommes ici bien loin du 17e arrondissement de Paris. Pourtant, la municipalité de Rouet-en-Champagne y est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, valeur totale 39 millions d'euros et 1,5 million d'euros de rentes annuelles. Après 8 ans d'attente, les frais de succession sont désormais réglés. Le village peut enfin toucher cet argent, mais pour le maire, c'est loin d'être une simple affaire de gros sous. Je pense que ce qui compte, c'est ce que l'on va faire avec cet argent, sachant que cet argent aujourd'hui est pour une cause bien définie, d'accueillir des personnes âgées nécessiteuses dans un premier temps. Voilà, l'argent du legs, les revenus du legs ne sont pas pour, je dirais, réparer le clocher de l'église ou aller réparer les chemins de la commune. Et c'est ici que le rêve de Serge Legroux prend forme. 8 ans après le legs, 12 logements adaptés sont en train de sortir de terre. C'était une exigence de M. Legroux de construire sur cette parcelle en face de sa maison où il habitait à Rouet-en-Champagne. Et le maire l'espère, cela aura des conséquences bénéfiques pour tout le territoire. Ce n'est qu'une première tranche. Le service à la personne va générer des emplois, va participer à la vie du village, va développer le commerce. Voilà, on est vraiment satisfait et heureux. Et c'est dans ce sens qu'on voit l'intérêt de ce legs. La livraison de la résidence est prévue pour début 2018. Il restera ensuite à construire 38 autres logements pour accomplir le souhait du bienfaiteur du village, atteindre les 50 appartements pour personnes âgées à Rouet-en-Champagne. Il relie les rives et les hommes. Les ponts sartois sont l'objet d'une étude d'un jeune historien de l'université du Maine.
Étudiant en histoire médiévale et passionné de patrimoine, Pierre Bonnière a voulu s'intéresser à ces ouvrages d'art oubliés, des livres d'histoire, contrairement aux églises ou encore des châteaux. L'une de ses découvertes, et non des moindres, les ponts romains si célèbres en Sarthe n'existent pas. Ils ont pour la plupart été construits au Moyen-Âge. Découverte de l'un d'entre eux, celui de Montfort-le-Génois avec Laure Girard. Montfort-le-Génois, au petit matin, au pied du pont de Pierre, aussi appelé pont de Gênes ou pont romain. Le pont de Montfort-le-Génois est vraiment très intéressant par rapport à son architecture. On peut voir qu'il y a 3 séries d'arches différentes, échelonnées entre le XIVe siècle, donc quand le pont est attesté pour la première fois en 1357, et le XVIIe siècle, lorsqu'il est détruit et qu'il est reconstruit pour la dernière fois pendant la Fronde. L'ouvrage traverse le temps au même titre que les églises ou les châteaux. Lieu de passage et de péage pour les seigneurs sur la route principale qui menait de Paris à la Bretagne jusqu'à la fin du Moyen-Âge. L'étudiant en histoire médiévale de l'Université du Maine en a répertorié 63 en Sarthe, attestés dans des écrits entre le 9e et le 16e siècle, un travail de fourmi. C'est des structures qui apparaissent assez peu dans les sources écrites. Pourtant, il y a des sources médiévales, c'est-à-dire les sources qui ont été publiées par la suite. Notamment les sources des abbayes, car les moines au Moyen-Âge sont ceux qui utilisent le plus l'écrit. Et donc quand ils passent des accords avec des paroissiens ou ce genre de choses, parfois le pont sert d'objet de localisation. Par exemple, il est question d'un pré qui est situé à côté du pont de Gênes, par exemple. Et donc là, on va savoir que le pont existe et à quelle date. Au cours de son année de recherche, Pierre fait une découverte. Aucun pont sartois n'est véritablement daté de l'époque gallo-romaine. L'expression « pont romain » serait donc un abus de langage. C'est au Mans, tout près de l'ancienne muraille, que l'on retrouve les traces écrites de l'ouvrage le plus ancien de la Sarthe, ici même à l'emplacement du pont Perrin, une passerelle dynamitée par les Allemands et reconstruite après la Libération, toute de ferraille et de béton. Ce serait le pont gallo-romain du Mans. Et ensuite, il est attesté à la toute fin du Xe siècle, donc en 994. Et donc s'il est dans cet état aujourd'hui, c'est parce qu'il a été reconstruit à plusieurs reprises. Les ponts, éléments du patrimoine finalement peu étudiés par les universitaires et que Pierre souhaite réhabiliter comme des lieux qui en disent long sur notre histoire. Et il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal, Diane. Et Jean-Louis Reynaud, vous êtes directeur artistique au Théâtre de l'Éphémère et vous vous associez pour la 2e année consécutive à la 25e heure du livre avec le Salon de l'écriture théâtrale. Est-ce que c'était une évidence, l'association livre-théâtre, c'est logique ? Bonsoir. Oui, bien sûr, c'était une évidence puisque nous avons mission, nous, en tant que scène conventionnée pour les écritures théâtrales contemporaines, de faire découvrir les œuvres théâtrales au plus grand nombre, à travers des spectacles, à travers une bibliothèque. Et donc, tout naturellement, on avait envie d'ouvrir ce secteur à la 25e heure du livre, qui n'accueillait jusqu'à présent pas d'œuvres théâtrales. Voilà. C'est un genre qui est moins connu que le reste des genres littéraires ? Non, qui n'est pas moins connu, mais qui est prisé par des spécialistes. C'est pour ça qu'on a trouvé le renfort du TRAC 72, par exemple, qui est le centre de ressources des comédiens amateurs de la Sarthe, qui se sont associés à notre travail. Et puis on a un comité de lecture qui essaie de faire connaître ces écritures, de révéler des nouveaux auteurs, c'est très important. Et puis, on avait envie de faire le pont entre les auteurs de romans, d'essais, etc., et ceux qui se consacrent à l'écriture théâtrale. Finalement, comment on peut décrire l'écriture théâtrale ? Qu'est-ce qu'elle a de différent ? Ce qu'elle a de différent, c'est qu'elle se partage en commun. C'est-à-dire qu'une écriture théâtrale ne reste pas sur sa table de chevet, on essaie de la partager avec d'autres, ça donne lieu à des représentations, mais de toute façon, ce sont des écritures qui ont une vocation à trouver une oralité, ce qui n'est pas le cas forcément du roman ou de l'essai. Donc j'imagine que l'oralité va se retrouver aussi dans votre salon ? Évidemment, bien sûr, puisque nous invitons des auteurs. Il y aura là des extraits d'un certain nombre de pièces que notre comité de lecture a sélectionnées cette année.
une grande lecture avec le Track 72, donc avec ces comédiens amateurs. Ils seront une quinzaine à donner lecture d'un texte qui s'appelle Surexposition. Et puis à chaque fois, après chaque lecture, il y aura un rendez-vous, une rencontre avec l'auteur de ce texte qui vient nous rejoindre, et c'est sujet à un débat, essayer de voir quelles sont ses sources d'écriture, comment il en est arrivé à écrire cette chose-là et de cette façon. Donc c'est un libre-échange comme ça qui se déroule, et c'est assez riche. J'ai vu qu'il y avait aussi une nuit de l'écriture, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est une chose qui nous tient à cœur. On a voulu s'associer au thème de la 25e heure du livre, qui porte sur les écritures nomades. Donc on a demandé à 2 auteurs, Ronan Mansec et Lucie Depau, qui étaient les lauréats de notre comité de lecture de l'année dernière, et qui sont à l'affiche avec des spectacles dans notre théâtre cette saison. On leur a demandé de réfléchir à une nuit de l'écriture, et donc ils vont porter cette nuit de l'écriture en dehors de nos murs, restant dans le nomadisme. Ils vont investir la ville avec des apprentis écrivains, ou en tout cas tout le monde est bienvenu, même les néophytes, hein, on peut s'inscrire comme ça, et on va partir de 19h à 7h du matin. Il y aura des sas pour ceux qui ne peuvent pas tenir le choc de 12 heures d'écriture, donc on pourra s'enfuir à un moment donné, et puis le lendemain il y aura une restitution de cette aventure, l'aventure d'une nuit d'écriture comme ça, insolite dans la ville. Et ça va durer toute la nuit ? Ça va durer toute la nuit. Waouh. Oui. Et le lendemain à midi, on essaiera de restituer ce qui s'est vécu. Voilà. C'est une édition qui est très différente de l'année dernière, ou de toute façon c'est des composants qui sont tellement différents, on a l'impression... C'est la 2e année, alors bien sûr qu'elle est différente, je ne sais pas si dans l'avenir elle répercutera toujours de la même manière, mais en tout cas on essaie à chaque fois de trouver des entrées différentes, toujours pour que ce soit ludique et abordable par tous. Voilà. À qui s'adresse ce salon ? Est-ce que c'est des personnes qui sont déjà dans le domaine, finalement, des vrais écrivains chevronnés Alors, il y a évidemment des gens qui sont nos habitués, des spectateurs, etc. Mais ça couvre des lecteurs beaucoup plus larges. On a des étudiants, on a des universitaires, on a des chercheurs, on a aussi des metteurs en scène, des comédiens qui viennent fréquenter notre bibliothèque très, très souvent et qui, là, investissent les lieux. Puisqu'il y a un salon d'écriture, ça veut dire qu'il y aura un banc où on pourra trouver toutes les nouveautés de l'écriture théâtrale. Hein, on a demandé à l'herbe entre les dalles de nous rejoindre, et donc il y aura un banc comme ça à disposition du public. On a des premières pages de textes qui circulent, donc on peut regarder la première page d'une pièce de théâtre, et puis si elle nous plaît, monter dans la bibliothèque et aller lire la suite. Il y a plein d'interactions comme ça qui se déroulent dans nos murs. Alors rappelez-nous à quelle heure est-ce que ça commence, à quel endroit on peut venir ? Alors, c'est à partir de samedi 8 octobre à 11h du matin jusqu'à 19h le soir. Après, on va laisser les écrivains en herbe partir dans leur folle nuit. Et puis le dimanche, c'est les mêmes horaires, de 11h à 19h. Voilà, et donc buvez beaucoup de café avant d'y aller. Oui, on fournira. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour la météo et puis pour le Face à la Rédac. À tout de suite. 18h15, cette semaine sur LMTV avec Nexecure, la télésurveillance nouvelle génération.